Bonjour, on est honoré d'être ici et de pouvoir présenter la démarche qu'on a menée. Donc, je suis jeune, j'ai 25 ans et j'appartiens à cette génération future dont on aime tant parler. Quand je dis on, je nous inclus dedans. Je suis résolument optimiste, engagé, et je suis président du REFED, qui est le réseau français des étudiants pour le développement durable. C'est un réseau de 5000 étudiants qui représente 105 associations de développement durable présentes dans plus de 80 campus et établissements d'enseignement supérieur sur le territoire français. On a lancé ici un appel d'une génération. Cet appel, on n'a pas la prétention de dire qu'on représente l'ensemble de cette génération, mais on en est partie prenante et on a été le plus inclusif possible dans notre démarche pour que tout le monde puisse vraiment s'exprimer. Alors, on avait tous des visions très différentes, des concepts, des idées. Certains parlaient de développement durable, d'autres utilisaient d'autres termes, d'autres ne parlaient pas de concept du tout. Mais on avait plusieurs choses qui nous rassemblaient. D'abord, deux constats. On était une génération complètement interconnectée. On est dans un monde complètement interconnecté et interdépendant. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est les limites et les seuils écologiques de notre planète. On a vraiment, avec le numérique, une conscience aiguë de l'interconnexion et du lien qu'on a les uns avec les autres. Et on a grandi avec l'idée que les ressources sur cette planète étaient limitées et que des seuils étaient absolument vitaux à respecter. Donc, de là naît une motivation qui nous a rassemblés, une motivation commune, et qui nous rassemble ici aussi tous aujourd'hui, c'est celle d'entamer une transition, un changement. Pour certains, c'est une révolution, pour d'autres, c'est des ajustements. En tout cas, pour nous, c'était changer de modèle de société. Alors, changer de modèle de société et lancer un appel d'une génération, Le REFED, on est membre d'un réseau qui s'appelle l'Appel de la jeunesse. C'est un collectif qui travaille sur la santé environnementale. Ce collectif, il a été créé en 2009 quand un jeune est mort d'un cancer dans une école d'ostéopathie à 24 ans. Les autres étudiants se sont demandé comment dans nos sociétés hyper développées, on peut mourir d'un cancer à 24 ans. On s'est posé cette question et du coup, on a rencontré un ensemble de chercheurs et de spécialistes de cette question pour faire un cycle de conférences et essayer de comprendre les causes. Les causes, elles sont multiples, c'est très difficile à savoir, mais il y a derrière notre modèle de société, un modèle de société du toujours plus, qui a amené des choses extraordinaires, certaines magnifiques et d'autres qui sont absolument terribles. C'est une société absolument et complètement toxique et polluée. Et on pense que c'est un des grands oubliés de ce débat, la question de la santé publique, qu'il faut absolument prendre en compte. La société est du toujours plus, la société de l'énergie peu chère, accessible, infinie, celle qu'on envisageait infinie, et on se rend compte que ce n'est plus le cas. Et donc on est dans la société la plus toxique et polluée de notre histoire. On est peut-être la première génération, on s'aperçoit que l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire baisse. Et donc on va peut-être être la première génération à vivre moins longtemps que celle d'avant. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a rassemblés. On ne pourra pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Et nous ne voulons pas être une génération cobaye. Nous ne voulons pas être des générations cobayes. Donc voilà, notre modèle de transition énergétique, c'est un modèle plus sûr, plus propre et plus sain. Donc notre message est donc simple, c'est prenons soin de la planète. Et construisons donc une société plus solidaire, une société solidaire, une société de solidarité transfrontalière où on construise ensemble une responsabilité universelle et partagée, une société de solidarité intergénérationnelle où on prenne en compte l'impact du long terme et où on se prenne en compte en considération les uns et les autres, où on se respecte, une société plus écologique où on prenne en compte les interdépendances, les impacts dramatiques des pollutions et les seuils écologiques, une société plus positive, une société de l'économie positive, de croissance sélective, pour passer du toujours plus au toujours mieux, une société où on soit heureux de passer du superflu à l'essentiel, une société de sobriété heureuse. Alors, l'enseignement, la troisième piste pour notre société, c'est une société positive, bien sûr,
Et l'enseignement qu'on va avoir tout au long de cette matinée avec les différentes consultations qui ont été faites, c'est qu'on voit vraiment tous, citoyens, la transition énergétique comme une véritable opportunité. Et cette opportunité, pour nous, elle ne peut se faire que s'il y a l'implication de tous. Et on est obligé de placer l'éducation au cœur de notre modèle. L'éducation, et notre livre blanc est là pour le rappeler, on est étudiants, on est un réseau d'étudiants, on a été des étudiants à travailler là-dessus, il y a eu plus de 4000 étudiants qui ont été impliqués dans la démarche, et l'éducation, on l'a mise au cœur de notre modèle parce qu'on a besoin d'être tous concernés, et en tant qu'étudiants, on est conscient des bienfaits de l'éducation, parce qu'on en est les premiers concernés. On considère que l'éducation est importante, évidemment, dans le primaire, dans le secondaire, la formation initiale, la formation continue, mais l'éducation va bien au-delà. Va bien au-delà du système éducatif. C'est l'éducation permanente, c'est l'éducation populaire, c'est l'éducation tout au long de la vie, c'est l'éducation familiale, c'est l'éducation informelle, c'est l'éducation par l'environnement. L'environnement, notre environnement nous éduque. Et nous disons donc qu'il faut penser l'éducation pour construire une culture commune. Une culture, et cette culture, nous la voulons participative, et ça a été nos principes d'action. Et la genèse de ce projet, c'est que cette culture, nous la voulons participative, active. Nous voulons une culture de l'émancipation et de la capacitation où l'on donne le pouvoir d'agir aux gens. On se félicite, du coup, que ce débat public ait lieu et que notre République, qu'on s'inscrive dans l'ADN de notre République, un débat public. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et donc on a pris notre part de responsabilité et on a participé activement à ce débat en créant un débat dans le débat au niveau des étudiants et avec les étudiants. On est la génération du numérique, c'est quelque chose qui nous rassemble aussi. On a grandi vraiment avec ce numérique et les générations qui suivent et qui suivront encore plus. Ce numérique, il a pour conséquence de construire un modèle non plus au cœur, mais de plus en plus en périphérie. On horizontalise le système avec le numérique et c'est une véritable transformation des façons de faire. On travaille sur des outils collaboratifs, où on ne prend plus les cours chacun de notre côté, on a des documents partagés, on prend les cours tous ensemble, par exemple. C'est des outils d'intelligence collaborative, c'est une façon de construire une société en intelligence collaborative qu'on a essayé de respecter dans notre démarche et qu'on a intégré. C'est aussi une société du monde libre. C'est les sociétés des données ouvertes, des données de la transparence, qui permet à tous de pouvoir s'exprimer. Donc notre société et notre livre blanc et notre démarche, nous l'avons construit de manière inclusive pour qu'elle soit ouverte à tous, de manière collaborative, de la façon la plus horizontale possible pour permettre à tous de s'exprimer et en poussant vers l'émancipation pour avancer, se former et surtout prendre du plaisir en travaillant pour s'épanouir. Et je vous assure que tout au long de notre démarche, c'est ce qu'on a fait. On a pris énormément de plaisir et de bonheur à agir et on pense que c'est le moment d'agir. Mathilde va vous présenter maintenant la démarche. Alors oui, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a fait exactement pour arriver à cette dynamique constructive et positive? Il y a eu 3 grands axes dans notre démarche. La première, c'est l'information. La deuxième, c'est la consultation. Et la troisième, c'est la délibération. Qu'est-ce qu'on entend par information? C'est l'idée tout simplement de former des étudiants qui eux-mêmes vont former d'autres étudiants, de la sensibilisation. Sur une journée, on a réussi à former plus de 1500 étudiants. Le 2 avril, dans 40 campus, a eu lieu pendant 1h30 une conférence de sensibilisation sur les enjeux de la transition énergétique. Donc c'est s'inscrire dans ces dynamiques voulues dans le débat national sur la transition énergétique, de sensibilisation des citoyens et dans notre cas, surtout des étudiants. Le deuxième axe de cette démarche, c'est la consultation. Nous, on est le REFED, mais concrètement, que pensent les jeunes de manière plus générale? On voulait avoir ce retour-là, pouvoir parler avec plus de légitimité, pouvoir s'inscrire dans une dynamique vraiment constructive où on apporte quelque chose de plus au débat. Cette consultation, on l'a fait avec 4 thèmes différents. Un premier thème, le niveau d'information ressenti par la personne consultée. Est-ce qu'elle se considère comme suffisamment informée sur les enjeux de la transition énergétique ou pas? Le deuxième, c'est le niveau de connaissance effectif, une sorte de petit test. Le troisième, c'est la place des établissements supérieurs dans l'engagement de la transition énergétique. Et le quatrième, c'est la perception, l'importance et les priorités de la transition énergétique. Au total, on a eu 1700 réponses, donc on est loin de représenter l'ensemble de notre génération,
Mais on veut montrer là qu'on fait partie de ces générations et que cette génération elle est engagée dans ces dynamiques positives et constructives et que c'est un premier pas pour y arriver. 1700 réponses, parité respectée, globalement des jeunes qui ont répondu entre 19 et 28 ans. Toutes les données sont accessibles sur le site du REFED, que ce soit les données brutes ou les données croisées, donc les analyses de ces données. Et pour donner les deux grands messages de cette consultation, le premier, et ça je crois qu'on le sait tous ici, c'est qu'il y a un manque d'informations sur les enjeux de la transition énergétique. 61% des jeunes consultés demandent plus d'informations sur les enjeux de la transition énergétique. Et 53% d'entre eux n'ont jamais entendu parler du débat national sur la transition énergétique, qui les concerne pourtant au plus haut point. Le deuxième grand message, extrêmement important, et s'il y en a un qui doit être retenu aujourd'hui, c'est peut-être celui-là, 64% des jeunes estiment que la transition énergétique est une opportunité, pas un coût. Une opportunité de réduire le coût de l'énergie à long terme, une opportunité de créer des emplois. Les autres, ils pensent quoi? 32% d'entre eux, que c'est certes un coût important, mais que c'est un coût moins important que si on ne fait rien. Autrement dit, 90% des jeunes consultés pensent qu'il est plus important, qu'il vaut mieux agir que de ne rien faire. Et près de 70% d'entre eux veulent le faire avec plaisir, avec envie, et vous disent, n'ayez pas peur, nous qui faisons partie de ces générations dont nous parlons tant, et dont nous aimons tant parler, n'ayez pas peur, allons dans la transition énergétique, c'est une opportunité. Et ces chiffres, et c'est important de le noter, ne varient pas que les jeunes soient dans des structures pour le développement durable ou non, qu'ils soient engagés ou non. Alors le troisième grand point, c'est la délibération. Là, on a fait 5 débats territoriaux, dont un qui était un débat représentatif, où on a rassemblé les jeunes représentants, les membres représentants de la jeunesse en France aux yeux de l'État, qui correspondent aux organisations du Forum français de la jeunesse. Et on a fait un débat sous forme de World Café, qui est une sorte de méthode de débat qui permet de favoriser l'intelligence collective, et qui nous a permis de dégager des points de consensus, des points de dissensus, et d'établir des priorités partagées. De ce type de débat aussi, et là c'est vraiment représentatif, parce que ce sont les représentants officiels de la jeunesse en France aux yeux de l'État, et 15-18 organisations étaient présentes. Là encore, la transition énergétique est vue comme une priorité et comme une opportunité. Donc c'est un message fort que notre génération veut vous faire passer aujourd'hui. Et de toute cette démarche, de ces 3 axes, on a abouti à un livre blanc, que vous avez sous les yeux, qui est l'appel d'une génération, je le redis, on parle tout le temps des générations futures. On a voulu s'inscrire dans une démarche constructive où on propose quelque chose. On n'est pas là en train de critiquer ce que vous faites, on essaye d'être constructif avec vous. Et donc on a 21 recommandations pour entrer dans le 21e siècle. Alors sans rentrer dans le détail des recommandations pour respecter les règles du débat et du conseil, juste vous faire part de 3 grands axes qui en ressortent. Le premier, c'est réévaluer le poids du futur. Là-dedans, on met des choses qui passent de faire du CESE, une chambre du long terme, jusqu'à l'abaissement du taux d'actualisation, en passant par l'intégration des jeunes dans les délégations officielles des négociations internationales sur le climat. Le deuxième grand axe, c'est engager une transition ambitieuse et citoyenne. Ça passe par la promotion du principe d'acheteur responsable. Ça passe aussi par un véritable débat, une véritable information sur le nucléaire et notamment sur le coût du nucléaire avant un référendum, parce que beaucoup de jeunes sont en manque d'informations là-dessus. Et ça passe aussi par des promotions de certains modes de vie comme le coworking. Enfin, la dernière et la grande priorité, donner la priorité à l'éducation. Pourquoi? Parce que 61% des jeunes demandent plus d'informations. Et que quand on regarde les résultats du petit test qu'on a fait dans la consultation, c'est assez effrayant. Je crois que la note moyenne était de 1,3 sur 5. 1,3 sur 5, donc ils n'ont pas la moyenne. Et ça, on a décidé de le faire passer par des épreuves au brevet, au bac, après des enseignements transversaux au collège et au lycée. Ça passe aussi, comme le disait Yvan, par la régulation du superflu.
C'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas que à l'école, mais que l'environnement qui nous entoure tous les jours avec la publicité a un impact sur notre éducation et sur notre façon de consommer. Et ça aussi, ça à prendre en compte. Et la dernière proposition qu'on souhaite vous faire pour l'année prochaine, pour 2014, c'est la mise en place d'un grand débat sur l'éducation. Pourquoi tout ça? Pourquoi un tel poids sur l'éducation? C'est tout simplement que cette génération dont vous aimez tant parler, elle vous demande une chose. C'est lui donner les moyens de faire face aux défis auxquels elle sera confrontée, aux défis énergétiques, mais plus largement, la transition énergétique s'inscrit dans des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Donnez-lui les moyens d'y faire face en promouvant une éducation qui soit bien plus importante sur les enjeux de la transition énergétique. Je vais faire court, je vais finir non pas par nos propres mots, mais par les mots de notre président à tous. 3 citations. Je veux faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Je veux remettre l'éducation et la jeunesse au cœur de l'action publique. J'ai fait de la jeunesse la priorité du quinquennat, car aider la jeunesse, c'est donner un horizon à la nation. Et enfin, je demande à être jugé sur les résultats. On se félicite de cette culture du résultat, notre président, notre gouvernement, et on sera juge. On fera partie des juges. Nous avons donc porté une démarche qui se veut constructive, montrer les attentes de notre génération. Une génération qui a un appétit pour le changement, mais un changement qui se veut avec des propositions derrière, et pas juste une critique de ce qui est fait par la génération actuelle qui a les commandes en main. Nous faisons partie de ces générations dont vous aimez tant parler. Alors, lisez-nous. Vous avez tous sous les yeux, normalement, ce petit document. Il y a juste 21 recommandations. Et surtout, prenez-nous en compte. Prenez-nous en compte, pas seulement dans le compte-rendu de cette audition, mais prenez-nous en compte dans la rédaction de la loi cadre sur la transition énergétique, et au-delà de cette loi cadre, dans les conférences environnementales à venir, pour les différentes COP à venir, pour la COP 21, et plus globalement dans les résultats qu'il y a à avoir sur le terrain. Nous sommes cette génération future dont vous aimez tant parler. Écoutez-nous! Merci infiniment pour ces messages forts et pour la demande d'écoute. Restez peut-être quelques instants ici. S'il y a une ou deux questions ou une ou deux observations que certains voudraient vous faire. Gilles Vermont-Desroches, qui je sais a un grand amour pour la jeunesse. Je suis tout de Gilles Vermont-Desroches. C'est bien. Oui, 2 remarques. D'abord, merci pour cette ouverture de la journée très vivifiante. Une première remarque de méthode, puisque Thierry Val a dit qu'il en serait question aujourd'hui. Je peux quand même ne pas relever le fait que, et c'est très bien que vous soyez intervenu dans le débat, que vous soyez dans l'ordre du jour du débat et que le groupe de contact des entreprises de l'énergie, pour son intervention, a dû, lui, travailler pour pouvoir être avant le début du débat. Et de fait, il y a un bout de symbole qui ne me paraît pas complètement inintéressant. La deuxième chose, de fait, Thierry Val, vous avez raison de le dire, aucune représentation n'épuise la représentation ni du citoyen ni de la jeunesse, mais c'est intéressant de les écouter toutes. La question que je vous poserai, c'est... on est dans un pays qui aujourd'hui, malheureusement, crée 1000 chômeurs par jour. On voit bien le modèle que vous promouvez pour après-demain, et on peut y souscrire sur plein d'aspects. On voit aussi combien vous insistez sur la formation, probablement un sujet que nous tous, dans le débat, nous ne mettons pas assez au milieu de nos débats, parce qu'il est consensuel, et puisqu'il est consensuel, on n'en parle pas assez. On ne le garde pas assez dans des priorités, alors que probablement c'est la première, et qu'on a souvent plaisir à l'oublier, alors même que chaque intervenant dit que la formation est importante. Au-delà de la formation, comment on fait cette transition, c'est-à-dire le passage de l'état A à l'état B? Vous avez présenté l'état B dans un pays, dans une société, dans la crise qu'on a aujourd'hui, où il est aussi important que les gens aient du travail et un emploi. Comment vous voyez le passage ? Alors, sur le premier point, Gilles exagère un petit peu, mais il le sait. Et sur le second point, je vous en prie. Peut-être un petit mot sur le premier point. On a essayé justement de ne pas présenter les recommandations en détail pour respecter les règles et juste vous donner les grands axes. On aurait pu vraiment passer un quart d'heure à présenter nos recommandations avec grand plaisir. On a essayé de jouer le jeu.
Et on a vraiment essayé d'avoir une démarche qui n'est pas représentante du REFED, mais plus d'une génération en ayant une démarche très inclusive, où pour le coup, ceux qui ont participé à la consultation, ceux qui ont participé au débat, n'étaient pas que des membres du REFED, mais vraiment des jeunes, aussi bien des jeunes représentatifs à travers le Forum français de la jeunesse, que des jeunes plus globalement à travers la consultation. Donc ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième point, je reprends si tu veux. Oui, sur le premier point, 72%, il me semble de mémoire, des jeunes qui ont répondu à la consultation ne faisaient pas partie d'associations étudiantes ou d'un cursus de développement durable. Voilà. Ça, c'est le premier point qui était important de souligner. Sur le deuxième, sur les questions de formation et de comment on va arriver d'un point A à un point B, nous, justement, et ce qu'on propose et ce qu'on a porté, c'est l'idée d'une éducation qui se fasse au quotidien et d'une éducation au débat public, d'inscrire ce qu'on est en train de faire ici, de manière plus générale, et de dire, répétons et faisons chaque année un grand débat public national en France. Ça permettra d'être de plus en plus impliqués dans ces démarches. Et c'est pour ça qu'on proposait un grand débat national sur l'éducation dès l'année prochaine, puisqu'on se félicite notamment de la mise en place de la conférence environnementale qui permet d'avancer là-dessus et d'avancer sur l'inscription du débat public dans l'ADN de notre République. Et nous, on se félicite de ça et on pense que les démarches participatives qui permettent aux citoyens de s'engager réellement sur des politiques publiques sont à privilégier pour passer justement, pour effectuer la transition, et que la transition ne se fera pas sans l'implication du plus grand nombre possible et l'implication de tous. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une... Madame Kaito, je vous en prie. Oui, non, moi j'ai une toute petite question, parce que je trouve que la démarche est intéressante, mais je voulais savoir par rapport au travail que vous avez fait, est-ce que vous avez une analyse sur les catégories socio-professionnelles que vous touchez? Enfin, les origines, disons, des jeunes que vous touchez. Oui, on l'a. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le reformuler de tête, mais sur le site du REFED, justement, on a dans les données de la consultation, on a fait tout un volet sur identifier qui étaient les répondants à la consultation et c'est très varié et les résultats sont intéressants. On les a croisés justement en fonction de ces données d'entrée, de savoir les différentes catégories socio-professionnelles des répondants à la consultation. Dans les débats, ça n'a pas été fait parce qu'on était dans un aspect plus délibératif et on a essayé plus de creuser ensemble des sujets de discussion, mais il y avait des points de vue très variés. Quand on disait tout à l'heure qu'on était sur un débat, on a fait un débat représentatif, il y avait 15 des 18 organisations du Forum français de la jeunesse. Alors, merci, oui. Je vous en prie. Et ensuite, M. Grillat. Et ensuite, on va passer à la suite. Merci effectivement pour les éclairages que vous nous avez donnés. Vous avez indiqué notamment que vous seriez peut-être la première génération à avoir une espérance de vie plus faible que les générations précédentes. Vous avez aussi indiqué qu'il fallait changer les modes de consommation, vraisemblablement. Donc ça tombe bien puisque vous allez sans doute être aussi la première génération à travailler plus longtemps que les générations précédentes et vraisemblablement à gagner moins aussi. Malgré tout, vous vous intégrez dans un réseau pour le développement durable. Est-ce que ça serait pas plutôt une logique de décroissance soutenable qu'il faudrait imaginer? Et qu'est-ce que vous pensez de ce concept par rapport à celui du développement durable? Alors, on est un réseau de développement durable. C'est comme ça qu'il s'est construit il y a 5 ans. Les mots changent et finalement ont assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est l'idée et le message qu'on passe derrière. Alors parler de décroissance, de croissance sélective ou de croissance, pour nous, n'a pas forcément une grande importance. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut une véritable croissance du bonheur. Ça, on en est convaincu. On est convaincu qu'on veut un véritable progrès humain et qui supplante la croissance du PIB. Oui. Je crois que le message qui est très clair, c'est que, quels que soient les mots utilisés, cette génération veut passer du toujours plus au toujours mieux. Et a pris conscience que avoir un travail où on est bien payé, c'est une bonne chose, mais que la santé, c'est important aussi, que les conditions de travail, le stress, c'est quelque chose aussi qui a un impact sur le bien-être. Et c'est des choses dont on prend beaucoup plus conscience peut-être que les générations auparavant, parce que c'est beaucoup plus pressant pour nous aujourd'hui. Et donc on veut passer de cette société du toujours plus au toujours mieux. Après, le comment, chacun a un peu sa vision, comme le dit Yvan, et c'est pas ça qui est important. C'est la façon dont on transmet ce message-là, et notamment comment est-ce qu'on le passe dans l'éducation. Et c'est ça un peu le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes tous d'accord
pour dire qu'il faut plus d'éducation, il faut peut-être se poser la question de comment est-ce qu'on met ça en place véritablement. Est-ce qu'on le met de manière transversale au collège, au lycée, comme on le propose? Comment est-ce qu'on l'intègre dans les cursus secondaires? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on arrête de former des gens qui sont des pros du développement durable de manière générale, mais qui ne trouvent pas d'emploi sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de compétences en soi, et qu'on crée des gens qui ont des compétences avec l'intégration du développement durable dans leurs compétences. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour les entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas fait en France aujourd'hui. Donc si on est tous d'accord pour mettre plus d'éducation, bah, réfléchissons ensemble à comment est-ce qu'on le fait concrètement, parce qu'une société se transforme en ayant des gens qui sont formés et prêts à répondre aux enjeux auxquels on doit faire face. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Alors, attendez, Alexandre Grillat, dont j'avais dit que ça serait la dernière intervention, mais je l'ai vu deux mains se lever. Alors, Monsieur Bourguin, non, attendez, ça va être compliqué. Alors, Monsieur Bourguin, ensuite, Monsieur Olivier, Monsieur Debert et Madame Arditi, et nous arrêtons définitivement là, croix de bois, croix de fer. Alexandre Grillat. Oui, merci Monsieur Val. Moi, je voulais vous remercier pour cette intervention. Et le tropisme santé au travail, santé environnementale est un sujet très important, d'autant plus, et je dirais d'autant plus qu'en ce moment s'ouvre la conférence sociale et qu'une des tables rondes, c'est la qualité de vie au travail et la santé. Donc c'est effectivement un sujet d'actualité, c'est traité dans le cadre de la conférence sociale. Une question de méthode. Comme collègue premier intervenant, la question de la méthode et la question de la représentativité est au cœur des questionnements depuis le début du débat. Et la question est la suivante. Vous parlez de 72% des sondés et n'étaient pas membres du REFED. En fait, comme partout en matière de statistiques, quel est le nombre exact de référence de ces 72%? Autrement dit, quel est le panel qui vous permet de sortir cette étude? Sur combien de sondés? Question précise, réponse précise. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, et on répète, on fait partie de ces générations futures, on n'a pas vocation aujourd'hui à vous dire qu'on la représente totalement. On a juste voulu vous présenter cette démarche dans laquelle on tente de plus en plus d'essayer de la représenter. Pour la consultation, il y a eu 1700 réponses. Et on a essayé de pallier à ce manque de représentativité que vous pouvez voir par la consultation, même si au final, on pensait avoir que des jeunes qui seraient déjà engagés dans le développement durable, et c'est loin d'être le cas. Donc on a déjà évité ce biais-là. Le deuxième point d'entrée pour être représentatif, c'est le fameux débat représentatif avec les représentants officiels de la jeunesse française aux yeux de l'État, le Forum français de la jeunesse. Et là encore, il y avait 15 des 18 organisations qui étaient présentes, donc c'est quand même important, avec une représentativité politique qui était à peu près respectée, et des résultats qui sont concordants avec ceux de la consultation pour tout ce qui est priorité des enjeux énergétiques et transition énergétique vue comme une opportunité. Donc c'est quelque chose qui a l'air de ressortir fortement au-delà de la consultation. Monsieur Bourguin. Oui. Vous avez conclu que le mieux était Enfin, vous êtes passé du plus au mieux. Est-ce que vous êtes interrogé sur le mieux et le bien? Selon le vieil adage, le bien est l'ennemi du mieux, ou le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est pas mal, ça. En fait, on oppose plus le mieux au plus que la question du mieux et du bien. Après, on peut être dans une société du toujours bien. Le problème, c'est la définition du bien. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on le définit? Le mieux aussi, mais l'idée qu'on a derrière, c'est de plus de bien-être, en fait. Plus que du toujours plus de consommation. C'est ça l'idée qui est derrière, et c'est ça qu'il faut retenir, au-delà du jeu de mots qui fait catchy, comme on dit en langage jeune aujourd'hui. Bon, c'était le sujet du bac de philo de lundi. Dominique Olivier. Oui, une question un peu de méthode et de dynamique. La CFDT s'est beaucoup impliquée dans l'organisation partenariale de ce débat public et on a obtenu beaucoup de choses qu'on avait demandées. Mais il y a une chose qu'on a demandé et qu'on n'a pas obtenue, c'était l'implication des écoles et de tous les lieux d'enseignement et d'éducation
sur ce débat, c'est-à-dire que le débat diffuse, soit présent dans les établissements du collège jusqu'à l'enseignement supérieur. Est-ce que si on considère que maintenant la loi programme est sans doute pour le printemps 2014 et qu'après la loi programme, il faudra une loi, on va dire, plus normative, donc vous voyez à quelle échéance ça nous emmène, est-ce qu'on ne peut pas rattraper cela? C'est-à-dire que dans l'idée que vous soutenez d'un débat public chaque année, eh bien que, à partir de la conférence environnementale, on mette en route en fait l'implication des écoles dans la suite du débat de la transition énergétique et faisons aussi un paquet avec la transition écologique. Voilà. Bon, d'abord, je voudrais être un tout petit peu moins pessimiste sur le devenir de nos recommandations, si on arrive à en faire. Parce que même si nous n'aurons pas une loi sur la table de l'Assemblée avant, évidemment, le début 2014, mais je crois qu'il ne faudra pas attendre encore une loi normative après. Donc il va falloir qu'on fasse un paquet. Donc, mais ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais ce que je veux dire, je trouve qu'il faut rebondir sur tout à fait ce que vous venez de dire. On n'a pas réussi, et je sais que Delphine Batho a sollicité le ministère de l'Éducation à plusieurs reprises, sans succès. Et j'attrape tout de suite votre idée, d'abord parce que ça peut faire partie de nos recommandations, si vous en êtes, enfin on verra si vous en êtes d'accord, et que la conférence environnementale pourrait lancer le mouvement en faisant une gentille pression sur ce ministère qui n'a pas vraiment eu envie de participer. On peut aussi lancer, comme on l'a fait pour ce débat, et comme ça s'est passé pour les débats territoriaux, la proposition que, de façon décentralisée, les écoles s'en saisissent aussi. Enfin, il y a bien sûr le magistère du ministère de l'Éducation, mais il y a aussi ce que peuvent faire les territoires en matière de débat dans les écoles. Donc je propose qu'on inscrive ça dans nos recommandations et qu'à partir de la conférence environnementale, et sans penser qu'il faudra de toute façon attendre beaucoup d'années pour qu'une loi voie le jour, que ceci soit vraiment mis en œuvre, je dirais par le bas et par le haut, puisque par le haut résiste un peu, donc il faut peut-être un peu faire par le bas. Jean-Yves Lébert. Oui, bonjour. Je voulais remercier Yvan et Mathilde d'avoir réintroduit le sujet de la santé dans le débat. C'est un sujet que nous avions poussé ensemble avec Bertrand Lapostelet lors de la première séance. Vous nous aviez fait le plaisir de nommer un expert qui n'a pas été du tout sollicité pendant le débat. Le sujet n'est absolument pas apparu dans les groupes de travail. Il n'y a eu aucune ouverture sur ce sujet-là, qui est pourtant un gros sujet et très brûlant. Et donc, on a eu quelques petites avancées en la matière ou des petites discussions qui commencent à se faire autour de la fiscalité écologique sur le gasoil, par exemple. Ça commence, il y a une petite ouverture, mais il y avait quand même de gros sujets là. Et le débat national est complètement passé à côté. Donc c'est un petit peu, je dirais, de mon point de vue d'écologiste et faisant partie d'une ONG particulièrement engagée sur les problèmes de santé publique, nous sommes vraiment très, très frustrés de ce point de vue-là. Marie Zarditi, dernière intervention, et ensuite une seconde si vous le souhaitez, l'un ou l'autre. Oui, merci pour cette intervention. Merci pour ce compte rendu. Je trouve que vous nous renvoyez deux questions. On a parlé que c'était le lundi de la philosophie. Je crois que c'est effectivement un peu ça. Vous nous renvoyez deux questions fondamentales. La première question, c'est, bon, on a tous bien compris, vous voulez passer du toujours plus au toujours mieux. Comment on fait? Parce que si on n'a aucun instrument de mesure, on n'y arrivera pas. Comment on fait alors que l'économie n'a qu'un instrument de mesure qui est exclusivement du toujours plus? L'économie ne sait pas compter du mieux. Lorsqu'on a divisé par 2 le nombre de morts sur les routes et qu'il y a eu moins d'accidents, les carrossiers ont protesté parce qu'ils ont eu moins de boulot. Bah oui. Et quand il y a moins de morts, ça fait moins travailler les hôpitaux. Comment est-ce qu'on... Je pense que vraiment, nous devons nous saisir de ce problème pour qu'on ait un outil de mesure. Sinon, on n'y arrivera pas, puisque finalement, effectivement, il n'y a que le toujours plus qui se compte. Deuxième question, au moins aussi fondamentale que vous nous renvoyez, c'est il faut commencer à s'occuper un peu du long terme. Bon, ça, Dieu sait qu'effectivement, c'est aussi un peu notre discours. Mais comment on fait dans une économie qui va de plus en plus
vers le court terme, puis l'ultra court terme, et puis l'ultra court terme. Avant, on avait des entreprises familiales qui se passaient de génération en génération, qui vivaient sur du moyen terme, long terme. Aujourd'hui, on a une bourse qui passe 1000 ordres à la seconde. Vous avez parlé d'une génération interconnectée, vous êtes au cœur de cette génération interconnectée, mais comment on fait à un moment donné pour qu'effectivement l'économie, si elle travaille au millième de seconde, le long terme pour elle, c'est la seconde. Voilà, comment on fait pour répondre à ces deux questions? Je ne pose pas la question à vous, c'est à nous collectivement qui a posé cette question. Si on ne trouve pas d'autres outils pour mesurer l'économie, on n'y arrivera pas. Petit mot de conclusion, si vous le souhaitez. Oui, merci. Alors, vous ne nous posez pas la question directement, Maryse, mais on a quand même envie de vous dire qu'on a proposé quelques réponses dans le livre blanc et qu'on propose des changements d'indicateurs. Alors, sans parler du PIB, qui pour nous c'est une évidence, on l'a dit, on veut que le progrès humain supplante la croissance du PIB, donc il y a besoin de changer les indicateurs là-dessus. Mais aussi, au niveau des entreprises, on propose l'éco-conditionnalité, du reporting environnemental, social et gouvernance. Des outils de financement existent justement pour essayer d'aller vers ce changement d'indicateurs et de critères qui permettent d'avancer. Et sur l'enjeu du long terme, il y a également l'idée du taux d'actualisation. Revoir le taux d'actualisation, c'est revoir la façon dont on fait les investissements et le pourquoi on fait les investissements. C'est réévaluer le poids du futur réellement. Voilà. Après, sur la question de la santé, merci de le souligner encore une fois. Effectivement, c'est un des grands oubliés du débat. Et sur les experts, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'experts sur ces questions de santé et que ce sujet n'ait pas été plus abordé au sein de ce débat. Et conclure juste, pour reprendre la position de la CFDT et de ce qu'a dit Laurence, on ne peut qu'applaudir un tel message. C'est un message fort. Et de dire qu'il faut impliquer les écoles, les établissements d'enseignement, c'est une évidence pour nous, mais ça n'avait pas été fait ou pas assez fait cette année. Et on espère que ça pourra être fait par la suite. Voilà. Merci à tous. Merci infiniment à tous les deux.